Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc d'intelligence artificielle, de cybersécurité, donc notamment avec ce prisme d'intelligence économique. Donc trois aspects passionnants et on va essayer d'être concis en 20 minutes. Une petite note sur moi-même, donc en fait je suis responsable des publications de Cyber Threat Intelligence au CERT Société Générale. Donc ça fait maintenant 12 ans que je suis en cybersécurité. Je suis passée par l'ANSSI au centre opérationnel et j'ai ensuite œuvré directement au CERT-SG. Ça fait maintenant 8 ans que j'y suis. Donc au CERT-SG, on a donc une Blue Team et une Red Team et je fais partie de la Blue Team. Et je suis passée aussi par l'EGE pour un MBA en management des risques cyber et par l'IRIS pour un M2 sur la géoéconomie et l'intelligence stratégique. Donc, pour revenir au sujet, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est à la croisée de la technologie et de la sécurité, l'intelligence artificielle en cybersécurité. Donc l'IA aujourd'hui est quand même partout. Elle révolutionne des secteurs entiers, médecine, finance, transport, sécurité. Nous sommes face à un phénomène d'accélération technologique qui est aujourd'hui sans précédent. Et l'intelligence artificielle est devenue un levier qui est puissant pour sécuriser les systèmes. Mais ça va aussi amener de nouveaux défis, de nouveaux risques. Et dans la guerre numérique donc d'aujourd'hui qui se dessine, l'IA façonne le pouvoir, déstabilise les équilibres et redéfinit les rapports de force entre entreprises, entre nations. Donc en maîtrisant vraiment l'intelligence artificielle, on ne renforce pas seulement nos défenses, on prend part à une compétition qui est mondiale, puisque chaque avancée technologique devient un atout économique et géopolitique décisif. Donc l'avenir aujourd'hui appartient à ceux qui savent anticiper ces enjeux à la croisée du numérique et de l'intelligence économique. Je vous ai mis ici un petit historique de l'IA. Très brièvement, en fait, puisqu'il y avait des philosophes, des penseurs qui avaient pensé à l'intelligence artificielle, mais ça s'est concrétisé dès 1950 avec l'article de Turing. Donc Turing, qui était un scientifique britannique connu pour ses travaux sur l'énigma pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui a vraiment écrit sur l'intelligence artificielle en 1950. En 1956, lors de la conférence de Dartmouth, donc au MIT, là, on proclame ce nouveau secteur, ce terme intelligence artificielle en tant que discipline scientifique. Ensuite, on a eu deux faits assez marquants en termes de développement. Donc la machine d'IBM, la Deep Blue, qui bat le champion du monde Kasparov d'échecs. Et en 2011, on a la Watson, toujours d'IBM, qui remporte le jeu concours Jeopardy. Donc ça, ce sont deux faits marquants. Et en 2007, on va avoir l'apparition d'assistants qui sont personnels, intelligents, donc Siri, puis après on va avoir Google, Cortana, Alexa qui vont arriver. Et en 2023, on a les modèles multimodaux qui font leur apparition. Quand on parle d'intelligence artificielle, il faut vraiment avoir trois concepts en tête pour vraiment comprendre la puissance de l'intelligence artificielle. Donc on a le machine learning. Le machine learning, c'est vraiment, on entraîne des algorithmes sur des énormes ensembles de données. Donc ça va nous permettre d'apprendre, de faire des prédictions, mais aussi de prendre des décisions. Ensuite, on a le deep learning. Donc là, on va impliquer des réseaux neuronaux à plusieurs couches pour vraiment résoudre des tâches de plus en plus complexes. Et enfin, on a l'IA générative, que certainement vous connaissez, peut-être plus. C'est cette IA qui va permettre de générer du texte avec tout ce qui est LLM, des images, des vidéos ou plein d'autres médias. Donc voilà, c'est trois concepts qui sont vraiment clés en IA. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une véritable course à l'IA. La course menée par les États-Unis, hégémonie technologique, puisque comme vous voyez sur le graphique, donc on a vraiment des investissements privés qui sont massifs. Là, ce sont ceux de 2023. On a des acteurs qui étaient déjà prépositionnés en termes de data. Donc on a Meta, Amazon, Google, tous ces gros qui évidemment ont vu cette place s'ouvrir devant eux. On a la Chine qui, eux, sont
eux, ont une montée en puissance rapide avec un écosystème domestique d'IA et des investissements publics très importants. La Russie, qui, elle, a des principes de lutte active appuyés par l'IA, et l'Europe, qui a une puissance éthique et réglementée, qui veut faire un peu comme la RGPD, être précurseur en la matière de réglementation. Et on a d'autres pays comme Israël, qui cherche aussi sa place, avec beaucoup de startups, donc un écosystème avec énormément de startups et d'investissements publics et des partenariats. Dans cette course technologique, il est impératif d'aligner un certain nombre de facteurs à succès. On va y arriver. Les données, je vous en parlais. Donc évidemment, si vous avez du cloud, vous avez beaucoup de données, mais aussi si vous avez beaucoup d'utilisateurs. C'est le cas de Meta. C'est gratuit, c'est vous le produit. Donc c'est pour ça qu'ils récupèrent énormément de données et ça va permettre aussi, tout simplement, de faire travailler, de faire apprendre leur IA gratuitement. Les ressources sont aussi un concept fondamental pour l'IA, puisque l'IA consomme énormément d'énergie, d'électricité. Une recherche, pour vous, en fait, comment ça se traduit? Une recherche sur un moteur de recherche, c'est beaucoup moins énergivore que sur ChatGPT, par exemple. On parle d'un état de 10 fois plus énergivore. Mais aussi, on a une véritable course au talent, course au cerveau. Je ne sais pas si vous avez entendu avec OpenAI toute la saga qui s'est fait, le CEO qui est viré, puis l'investisseur qui dit non, on le remet sur place, ok, il est remis. La CTO qui part faire sa start-up de IA qui lève 100 millions. Enfin, c'est une vraie course et ils sont payés à coût de dizaines de millions de dollars par an. Et la technologie qui est un enjeu stratégique, tant en termes de puissance de calcul, mais aussi de souveraineté. Vous en doutez. Donc je vais faire assez court. Mais en gros, pour la concurrence dans la fabrication de puces, de semi-conducteurs, on a un vrai défi et on a en tête de course NVIDIA qui est américain et qui a le monopole, quasi-monopole, 80% des semi-conducteurs sur l'année dernière, des semi-conducteurs sur l'IA. Donc l'autonomie en matière de semi-conducteurs reste un défi vis-à-vis duquel c'est vraiment dur de se positionner. Je voulais juste ajouter une chose à ce sujet, c'est qu'il y a aussi une réglementation. Par exemple, aux États-Unis, la réglementation américaine interdit à la Chine d'acheter des semi-conducteurs de NVIDIA. Évidemment, ils vont la contourner. Ils vont créer leur centre de recherche à l'étranger, ils vont payer en crypto-monnaie pour pouvoir faire leur recherche en IA. Et récemment, la Chine a demandé, de manière un peu contournée, aux utilisateurs chinois d'arrêter d'utiliser les semi-conducteurs d'NVIDIA. Bon, évidemment, ils essayent de compenser à coup d'investissement public pour rattraper leur retard, mais c'est vraiment un vrai sujet. Donc on a différents acteurs du marché, comme je vous en parlais, comme je vous l'ai dit. Donc on a Amazon, Microsoft, OpenAI, Google. Au niveau chinois, on a Alibaba, Tencent, Baidu. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a aussi dans l'IA beaucoup de modèles qui sont démocratisés. Donc il est possible aujourd'hui de développer ses propres IA. Sinon on le fait, pourquoi pas les attaquants? On a des vrais risques cyber. Aujourd'hui, l'IA au service des attaquants, on le voit clairement dans lutte informatique offensive, donc sur toute la kill chain, donc le process d'attaque, on le voit surtout au début, à la fin. En reconnaissance, en social engineering, c'est très puissant. Ça permet de faire des erreurs qui sont crédibles, qui sont ciblées, qui sont massifs. Et en fin de chaîne, c'est très intéressant. Quand il y a beaucoup d'exfiltration de données, les attaquants doivent évidemment les synthétiser, les manipuler et traiter des quantités de données qui sont massives. Actuellement, de plus en plus, on voit vraiment un développement aussi de programmes malveillants. Donc ça va être des bouts de code, mais on imagine dans un futur qui n'est pas si lointain des personnes qui ne sont pas du tout techniques, qui vont demander à vraiment développer des codes qui seront de plus en plus furtifs, avec différentes capacités qui pourront être vraiment problématiques pour le côté blue team défensif. Et évidemment, on le voit là en plein élection américaine, les manœuvres informationnelles. Donc là, on a des informations qui sont massives, qui sont ciblées, et on voit aussi beaucoup de deepfakes qui sont utilisés, présumés aujourd'hui russes sur les élections toujours. Mais aussi, on a des exemples qui sont concrets pour les entreprises. Par exemple, Arup.
Arup, une société britannique qui est basée à Hong Kong, lors d'une réunion, un employé pensait qu'il était avec ses collaborateurs. Ils sont autour de la table. Ils sont plusieurs. Et lui, il pensait échanger avec ses collaborateurs. Il a un petit doute au début. Et en fait, au fur et à mesure de la réunion, son doute s'évanouit. Il continue. À la fin de la réunion, il va faire différents virements à hauteur de 25 millions de dollars. Et en fait, il va s'apercevoir à la fin que c'était des IA, des intelligences artificielles. Il a parlé pendant des dizaines de minutes avec des intelligences artificielles. Les attaquants avaient récupéré sur YouTube différentes vidéos de ces personnalités publiques. Et donc, c'est pour ça qu'ils avaient pu vraiment les créer de vrais IA qui ont pu arriver à leur but, à savoir soutirer pas mal d'argent. Donc ça, c'est concret aussi pour l'entreprise. Et puis, on a d'autres risques cyber, des attaques contre des modèles d'IA. Donc, on a l'empoisonnement, puisque en sachant que l'IA fonctionne avec une grande base de données, si on introduit des données qui sont malveillantes ou qui sont faussées, on peut évidemment tromper le système final. On peut aussi avoir des attaques par oracle. Donc, on va essayer d'extraire les informations sensibles, toujours en considérant que mon IA est basée sur des données. Si je vais essayer de lui poser des questions. Si cette IA, par exemple, c'est un LLM dans un secteur stratégique, la banque, la finance, l'assurance, qui est entraîné peut-être sur des données sensibles pour faire un prêt, faire des choses comme ça. Si je lui pose des questions à l'IA, peut-être que je vais réussir à avoir des informations sensibles à mon tour. Et aussi, on a tous ce problème donc, d'évasion. Donc, c'est un détournement du fonctionnement de l'IA qui va arriver avec des exemples qui sont complètement contradictoires. Donc, il y a beaucoup de sujets à ce niveau-là. Et on a évidemment d'autres risques qui sont plus globaux. Donc, on peut avoir un risque de dépendance excessive aux outils IA par les acteurs majeurs, par exemple, du secteur, l'IA, les US, la Chine. Et évidemment, il faut se rappeler quand même qu'aujourd'hui, l'IA doit être utilisée en complément de solutions traditionnelles et humaines, car il va y avoir bien sûr des risques qui sont opérationnels derrière. On peut avoir aussi des risques de manque de maîtrise, une dépossession de processus, la résilience, de connaissances, de compétences et bien sûr de données. Donc c'est un vaste sujet. Et il y a aussi bien sûr les problèmes, les risques d'erreurs possibles, les hallucinations par exemple. Je ne sais pas si vous êtes au fait de ce type d'hallucination, en tout cas l'IA l'est. C'est simplement si vous posez une question à l'IA et qu'elle ne sait pas quoi répondre, elle va vous générer une réponse probable. Vous demandez un exemple, vous demandez, tiens, cette entreprise a-t-elle été victime d'une cyberattaque il n'y a pas longtemps? Elle n'a rien vu, elle a fait des recherches sur Internet, elle n'a rien vu, elle va vous dire, oui, non, c'était un ransomware, non, c'est crédible, mais c'est pas vrai. Pareil, si vous montrez la photo d'un sac à main noir à une IA, elle va voir un pistolet, par exemple. Donc, c'est un vrai problème aujourd'hui. Et puis, bien sûr, ça apporte l'IA des opportunités aux attaquants, mais aussi aux défenseurs. Puisque en termes de traitement quantitatif de la donnée, ça peut être un avantage en CTI. Par exemple, si vous avez une grande base de données cyber, et bien sûr, on pourra synthétiser, extraire de la donnée rapidement. De même, on pourra détecter proactivement des menaces et faire de l'analyse comportementale très fine. Donc ça, ce qu'un humain pour qui ça prendrait des heures, l'IA pourra le faire très rapidement. Ça va aussi servir, bien sûr, en renforcement des systèmes de gestion des identités et des accès, pour vérifier rapidement, efficacement, les logins, les mots de passe et les comportements suspects. Bien sûr, avec l'IA, il y a différents enjeux, puisque aujourd'hui, les problématiques sont éthiques. On a un problème de transparence des algorithmes, et ça, c'est un vrai sujet, parce que dans de nombreux secteurs, on a des régulateurs qui sont derrière. Et s'ils vous demandent à la fin, ils vont vous demander certainement pourquoi vous avez fait ça, et si c'est l'IA qui l'a fait, il va falloir expliquer pourquoi l'IA a pris cette décision. Donc cette boîte noire, il faut aussi la comprendre. Et ça, c'est un enjeu qui est capital pour l'IA. On a aussi le biais des systèmes d'IA. Donc, en fait, ils sont aussi, l'IA
va travailler avec vos données. Et il y a un exemple qui est assez parlant, c'est Microsoft qui avait lancé un bot sur Twitter il y a plusieurs années pour parler avec ses utilisateurs. Donc très bien, il interagit. Sauf qu'en parlant, en communiquant plutôt avec les utilisateurs, le bot était devenu nazi. Donc en 8 mois, ils l'ont enlevé. Donc c'est une vraie problématique. Et bien sûr, tous les problèmes de respect de la vie privée. On va parler bien sûr de surveillance de masse en Europe, aux États-Unis, mais bien sûr en Chine aussi, où c'est un vrai sujet. Et le problème de la réglementation internationale et la conformité. On est dans des secteurs où il y a de plus en plus de réglementation, de conformité, et on va devoir faire avec ces nouvelles régulations sous peine d'amende et de nouvelles atteintes à la réputation. Pour conclure, je pense que l'intelligence économique repose sur la compréhension, bien sûr, des enjeux politiques, la maîtrise des infrastructures technologiques et la gestion des risques cyber. La compétition internationale pour la suprématie dans l'IA et les tensions autour de la production de semi-conducteurs montrent aujourd'hui que l'IA est au cœur des rivalités économiques et politiques du XXIe siècle. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est bien plus qu'un simple outil technologique, vous l'aurez compris. Ça devient véritablement un acteur clé dans la guerre économique et la cybersécurité. Ça redéfinit donc les rapports de force entre nations, entre entreprises. L'enjeu est donc immense, puisqu'aujourd'hui les pays et entreprises qui maîtrisent l'IA en cybersécurité peuvent gagner un avantage stratégique dans un monde où les cyberattaques, l'espionnage économique et la manipulation de l'information sont donc devenus de véritables armes. L'IA permet de détecter les menaces plus rapidement, mais elle peut aussi être exploitée, comme nous l'avons vu, pour attaquer. Donc aujourd'hui, il est crucial de comprendre que l'IA façonne non seulement la sécurité numérique, mais aussi la compétitivité économique mondiale. Merci.